commence notre conférence. L'intégration essentielle entre l'analyse d'affaires et l'expérience client. Et ce soir, on compte sur Marie-Christine Dumais, conseillère d'affaires expérience client et responsable aussi de la communauté expérience client des CGI. Ma chère Marie-Christine, merci pour ta présence. À toi la parole. Merci, Ligia. Juste un instant. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous ce soir. Juste le temps de partager le document. Et voilà. Donc, ensuite, bon, je cherche. Bon, parce que je vois pas le. Excusez. OK, bon, faudrait. Le... Ah, attendez. C'est- Voilà. En passant, c'est Ah, en alors, bas. vous voyez, est-ce que vous voyez le document? Oui, Oui, Super. Et vous m'entendez parfaitement. bien? très bien. Parfait. Alors, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir, de me joindre à vous pour échanger sur la contribution de l'expérience client à l'analyse d'affaires et je remercie les organisations de la rencontre là, pour m'offrir cette opportunité. Juste quelques mots sur mon parcours. Suite à ma formation en maîtrise en marketing, j'ai débuté mon parcours professionnel en recherche marketing. J'ai fait ça pendant plusieurs années pour ensuite je dirais poursuivre en analyse marketing et de marché en développement de produits pour être maintenant être en expérience client depuis un certain nombre d'années. Pour moi, dans le fond, ce que j'apprécie, je vois ça comme une continuité. Ce que j'apprécie de cette discipline-là, c'est la vision globale qu'on doit avoir, l'aspect stratégique, l'usage de la recherche toujours, effectivement. Donc, et comme Lisa le mentionnait, présentement, ce qui me fait très plaisir, c'est de pouvoir je voudrais répandre la porte-parole par ma responsabilité au niveau de la communauté expérience client CGI Québec, où je suis depuis 5 ans. Donc, ça me fait très, très plaisir d'être avec vous. Donc, au programme, bon, je vais faire une petite mise en contexte pour débuter. Ensuite, définir ce que sont expérience client, expérience utilisateur. Parler de la recherche qui amène la connaissance client et ensuite, parler d'un outil qui est beaucoup utilisé en expérience client, un outil de base, le parcours client. Et ensuite, poursuivre en illustrant comment l'expérience client peut aider à prioriser les réalisations, justement, dans les organisations. Et n'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez des questions ou commentaires. Je crois qu'il y a ou quelqu'un, en tout cas, s'il y a des questions qui sont adressées, des commentaires, m'en faire part. Il y a pas de souci. Alors, euh, d'abord, généralement, l'analyse d'affaires, comme je la comprends, ça s'imbrique dans un projet, bien sûr, de développement, d'amélioration, que ce soit en contexte d'agilité ou non. Puis l'objectif, c'est d'offrir de la valeur, bien entendu, au client ou à l'utilisateur. Bon, la valeur, comment ça se définit? Ben, c'est la perception qu'un produit ou un service vaut pour un client, considérant différentes alternatives auxquelles il peut avoir le choix. Et ça signifie aussi la valeur, ce que le client a le sentiment d'avoir obtenu en termes d'avantages, bénéfices par rapport à ce qu'il a aussi payé ou l'effort qu'il a mené, si on parle d'un service notamment. Donc, l'expérience client va contribuer aux analyses d'affaires dans la mesure où elle permet justement de comprendre les besoins, le client comme tel, ses sources d'irritation pour développer de la valeur. Alors, c'est là que l'expérience client et l'expérience utilisateur vont avoir une contribution majeure. Maintenant, on va justement définir ce que sont l'expérience client et l'expérience utilisateur. D'abord, l'expérience client. L'expérience client, dans le fond, ça fait référence à l'ensemble des perceptions et émotions qu'une organisation, quelle qu'elle soit, procure à sa clientèle, bien sûr, qui est en contact avec elle,
et ça va englober la qualité de l'offre, oui, certainement, mais bien entendu, la qualité de la relation client, effectivement. Dans le fond, ça fait référence à l'expérience globale que le client aura avec un produit ou un service. Prenons par exemple un secteur qui nous touche plus, les assurances, hein, que ce soit une assurance auto, une assurance maison, une assurance vie. L'expérience client, ben, ça va égaler, dans le fond, toutes les interactions qu'une personne va avoir avec l'assureur, que ce soit d'aller en succursale, de consulter le site web, d'appeler le support client s'il y a une problématique ou des questions, faire une réclamation. Donc, ça va inclure tout ça, toutes ces interactions-là, l'expérience client. Donc, dans le cadre de son expérience, à travers tous ces services-là, ben, la personne va être exposée justement aux produits, aux employés, à la documentation auquel il a accès ou qu'il consulte, ou les communications reçues par l'assureur, que ce soit sur les réseaux sociaux, des publicités, des lettres ou quoi que ce soit. Donc, c'est l'expérience client. On va voir ici, dans le fond, comme on le voit dans ce schéma-là, l'expérience client débute bien avant l'achat du produit ou du service. Dans le fond, on voit là, c'est de la perception d'un besoin, la recherche d'infos, l'achat, etc. Donc, l'expérience client va découler de l'ensemble de toutes ces relations-là entre la marque et le client. Incluant les divers canaux. On voit ici que ce soit téléphonique ou sur place ou par le web, en personne. Et tout ça va être attaché justement aux émotions ressenties à chacune des interactions. OK? Donc, une bonne expérience client fait en sorte que le client devrait avoir une impression, somme toute, positive, on s'entend, de l'ensemble de ces interactions-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà, je dirais, des technologies, l'expérience client va toucher l'humain. C'est vraiment ce qui importe. Maintenant, au niveau de l'expérience utilisateur, dans le fond, ça concerne davantage les relations qu'il y a entre l'utilisateur et le service ou le produit. C'est l'interaction d'un point de vue humain. Donc, l'expérience utilisateur va s'attarder pour rendre les choses intuitives, faciles, pertinentes et agréables à utiliser. Encore là, si on reprend l'exemple d'un assureur, à ce moment-là, l'expérience utilisateur va davantage être en référence avec l'interaction que quelqu'un aura avec le site web, par exemple, pour faire une soumission ou communiquer avec le centre de contact client pour obtenir des renseignements notamment. J'ajouterais que la notion d'expérience utilisateur, on entend ça depuis, je dirais, les années 90 et à ce moment-là, c'était beaucoup axé sur appliquer ou à ce qui touche, on ne disait pas numérique à l'époque, là, mais maintenant, ce qui touchait le numérique. Mais moi, dans ma perception et ce qu'on en voit de plus en plus, c'est que l'expérience utilisateur peut dépasser largement seulement l'aspect numérique. Ça peut toucher d'autres choses également aussi. Vraiment, je pense qu'il faut le voir de façon plus large qu'on pouvait le voir auparavant. On peut se poser la question, est-ce qu'un client et un utilisateur, c'est la même personne? Ben, je vous répondrais oui dans certains cas. Dans d'autres cas, non. Prenons l'exemple d'un parent qui achète un objet, un jouet à son enfant. Ben, l'utilisateur, ce ne sera pas le parent, donc ça va être l'enfant. Donc, vous voyez, il y a ça, c'est deux personnes différentes. Dans d'autres cas, c'est la même personne. Encore là, c'est une information ou en tout cas un contexte à connaître. Maintenant, il y a des éléments, si on veut, complémentaires entre l'expérience client et l'expérience utilisateur. Oui. On est quand même un petit, non, je me suis permis de vous interrompre. L'expérience employée, est-ce qu'un employé, allez-vous en parler ou c'est considéré comme un... Non, dans ce contexte, dans le contexte de la présentation ici, j'en parle pas, mais vous avez raison dans le sens que l'expérience employée
quand on bâtit une expérience client, on doit en tenir compte aussi parce qu'on peut simplifier les processus internes pour améliorer l'expérience client, etc. Mais dans le contexte actuel de la présentation, j'en ferai pas mention, là, non. Mais juste dans le domaine pour se retrouver, est-ce que les termes, pour qu'ils soient parlants, là, on peut dire expérience employé, expérience utilisateur, expérience client, ou c'est quoi les termes qui sont véhiculés pour Ben, distinguer? je dirais que c'est trois éléments différents. Vous voyez, je viens de faire la différence entre expérience client et expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, c'est vraiment propre à celui qui utilise le produit ou le service. L'expérience client, c'est plus global. On a vu, là, ça part bien avant l'achat ou l'utilisation. L'expérience employée, à ce moment-là, c'est qu'on va en tenir compte dans les organisations. C'est quand on explore un peu le fonctionnement de l'organisation quand on a un questionnement d'expérience client utilisateur, c'est que on va se questionner justement, est-ce que les employés ont les bons outils, ont les bonnes informations pour rendre je veux dire, pour rendre une expérience auquel l'organisation espère, souhaite. Donc, je fais le parallèle avec, imaginez un iceberg, OK? L'expérience client, c'est la partie visible de l'iceberg. L'expérience employée, ce serait la partie non visible. Donc, il y a des gens qui travaillent, qui mettent en place des choses, qui répondent aux clients ou même des employés qui sont pas en lien avec la clientèle, mais que leurs efforts ont un impact sur l'expérience client. Donc, c'est vraiment trois concepts différents. Mais effectivement, normalement, quand on développe une expérience client, on se doit aussi de se questionner pour s'assurer d'une expérience employée qui est satisfaisante. OK? La fameuse phrase, bon, un employé satisfait va rendre un client heureux, ben, c'est un peu pour imager ça. Donc, il faut que l'employé oui, il y a l'aspect ressources humaines, là, on s'entend, il y a ça, mais il y a l'aspect aussi outils de travail, etc., et information pour pouvoir rendre l'expérience qui est attendue à la clientèle. Mais dans le cas de la présentation ici, j'en ferai pas mention, là, mais Merci. c'est lié. Alors, j'étais à mentionner qu'il y a des éléments complémentaires entre l'expérience client et l'expérience utilisateur. Donc, du côté de l'expérience client, ben, c'est sûr, ça aide les clients à avoir une bonne expérience en continu et ça inclut l'ensemble des points de contact avec lesquels une personne interagit avec une organisation. Donc, pas juste, mettons, à faire une demande de soumission, comme l'exemple que je donnais tantôt, c'est beaucoup plus large. Et aussi, ça vise à offrir une expérience pour différencier l'organisation et fidéliser la clientèle. Au niveau de l'expérience utilisateur, l'objectif est surtout d'aider les utilisateurs à accomplir, à faire ce qu'ils veulent en termes de tâches avec succès et aussi en étant satisfait. Et aussi, cette discipline-là se concentre bien sûr sur l'interaction avec l'utilisateur final, comme je disais tantôt, qui n'est pas nécessairement le client, dans certains cas, oui. Et aussi, ça vise à rendre les interactions simples et accessibles pour tous les utilisateurs. On pense, ne serait-ce que je vais faire référence à des accès à des édifices, par exemple, ou à des écrans qui aient des fonctionnalités là, pour les personnes qui ont problème de vision, par exemple, ben, ça incorpore, ça inclut tout ça. Donc, dans les deux cas, on priorise l'expérience en plus d'offrir un produit, un service qui est satisfaisant. C'est vraiment je dirais la complémentarité. Est-ce que au sein des personnes qui sont présentes, il y en a qui ont déjà travaillé dans un ou des projets qui impliquent qui a impliqué l'expérience client ou l'expérience utilisateur? Semble pas. OK. Oui, il y a Mathieu qui s'est arrivé. Parfait. Simple curiosité.
Maintenant, encore là, pour illustrer la relation entre l'expérience client et l'expérience utilisateur, vous voyez vous voyez ce que reflète l'image qui est là. On voit que l'expérience utilisateur est intégrée dans l'expérience client. C'est normal, ce que j'ai dit précédemment, c'est une partie de l'expérience. Donc, on voit qu'au niveau de l'expérience client, bon, il y a la connaissance client, l'empathie, tout le service client, etc. Au niveau de l'expérience utilisateur, la recherche utilisateur, stratégie de contenu, design d'interaction, etc. Donc, ça veut dire qu'on voit quand même différentes disciplines hein, quand on voit tous ces termes-là. Et il est certain que dans les travaux qui sont faits dans la partie verte, dans la sphère verte, je dirais, qui fait partie de la bleue, c'est sûr qu'idéalement, il faut tenir compte des décisions, des stratégies qui sont établies dans la portion bleue. Dans le fond, sinon, il n'y aurait pas de continuité. Et dans les deux cas, pour renforcer une démarche centrée client-utilisateur, ben, on va travailler généralement avec des personas, des parcours clients. Parcours client, on va faire référence tantôt, comme je l'ai mentionné précédemment. Et aussi, bien sûr, on va favoriser le travail collaboratif entre les équipes. Vous voyez facilement que on fait appel à différentes expertises. Il y a les gens du marketing. Bon, donc, dans une vraie stratégie expérience client, ça prend une collaboration de tous ces intervenants-là. Donc, c'est la relation qu'il y a entre les deux. C'est ça que je disais, l'expérience utilisateur, c'est une partie de l'expérience client, c'est intégré dedans. Dans un projet, généralement, vous savez, on s'attend généralement au pourquoi, au quoi et au comment, OK, d'une situation, d'une problématique. Mais souvent, on va davantage s'attarder au comment, c'est-à-dire s'attarder sur la solution. Pas tout le temps, mais ça arrive. Alors, l'apport de l'expérience client et même de l'expérience utilisateur, ben, ça contribue grandement à comprendre davantage le pourquoi et le quoi. Comme vous voyez ici, dans ce qui serait souhaitable, c'est vraiment d'avoir une démarche qui permet de vraiment, je dirais, disséquer le pourquoi qui est en lien avec le développement d'un produit ou d'un service et le quoi avant de développer la solution. Donc, je dirais que c'est le principal avantage d'une collaboration, d'une interrelation entre l'expérience client et l'analyse d'affaires, de mieux définir le pourquoi d'un projet, d'une solution. Marie-Christine, on a une question de M. Beaulieu. Oui, Oui, très intéressant, Madame Dumais. Vous avez une vision globale. Moi, j'ai une question. Euh, c'est drôle parce que on voit les deux graphiques, puis les ratios changent, là. Est-ce que c'est parce qu'on est en train de shifter des gens de TI qui contrôlaient le développement vers justement les objectifs d'affaires, l'analyse d'affaires qui... Donc, est-ce qu'on voit ce shift-là actuellement? c'est un peu ça, dans le fond. C'est que souvent, surtout dans le secteur TI, là, déjà, on veut faire valoir une technologie X, on a déjà idée de ce qu'on va faire, sans même, on va le voir plus loin, là, comment, sans même essayer de comprendre qu'est-ce que l'utilisateur, nos solutions X, Y, Z, euh, veut faire le cheminement qu'il fait avec ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, et je crois fermement que peu importe ce qui est à développer, ce qui est à faire en termes de services ou de produits, euh, c'est là que la part de l'expérience client joue. Ben, justement, c'est de bien comprendre le pourquoi. Puis on va voir tantôt qu'est-ce que ça amène comme bénéfice. Donc, c'est un peu le préambule à ce que, mais par rapport à votre commentaire, effectivement, vous devez le voir, vous devez l'avoir vu. Hein, souvent, surtout en technologie, l'aspect technologie dépasse ou en tout cas est au premier plan que d'essayer de comprendre à qui, c'est pour qui. Hein? C'est un peu ce que je dirais. Connaissance client.
pourquoi se préoccuper de l'expérience client? Bien, il est clair qu'on n'est pas le client final, ni même l'utilisateur. Quand on développe quelque chose, quelqu'un, en termes d'organisation, on n'est pas à leur place. Donc, pour offrir de la valeur, tel que mentionné précédemment, on a besoin de connaître les besoins des clients de leur bouche. Donc, c'est vraiment l'élément clé d'expérience client, c'est le facteur humain. Donc, vraiment s'imprégner de ce que le client veut, qu'est-ce qu'il est, connaître ses émotions, son comportement, ses attentes, ses motivations. Puis ça, tous ces éléments-là, ben souvent sont propres selon le contexte. Prenez juste l'exemple d'une sortie au restaurant. Le contexte est complètement différent ou les attentes vont être différentes. Si on y va entre amis ou si on y va avec son ou sa conjointe ou encore un collègue de travail. Donc, les attentes ne sont pas les mêmes. Donc, c'est important aussi de connaître le contexte, mais donc, c'est de comprendre que les émotions et le comportement peuvent jouer selon le contexte. Une bonne expérience client, ben, ça correspond à quoi? Ben, il faut comprendre les objectifs du client, puis connaître ce qu'il veut faire. Et pour comprendre les besoins, ça veut dire qu'il faut savoir les points forts, les points faibles de ce que le client fait, a à effectuer pour atteindre un objectif X, Y, Z. Mettons, compléter une soumission sur le web, par exemple, plutôt que de lui demander qu'est-ce qu'il voudrait et puis s'attendre à ce qu'il nous donne la solution. C'est nous, en termes d'organisation, qu'il faut se donner une démarche pour comprendre les tenants et aboutissants de ce qu'il veut faire. Et c'est là que, pour vraiment comprendre le client ou l'utilisateur sur ces comportements-là, ces émotions, ben, il faut leur demander ce qu'ils font. Euh, vous avez sûrement entendu cette maxime-là, je vais paraphraser Henry Ford. Lui a dit à l'époque que s'il avait demandé aux gens ce qu'ils voulaient, il lui aurait dit ben, d'avoir des chevaux plus rapides. On n'aurait pas l'automobile aujourd'hui. Donc, il faut vraiment avoir une démarche pour aller plus loin que ce que le client, déduire des choses de ce que le client fait comme tel ou ce qu'il veut faire, vraiment. Cette compréhension-là, que je viens d'expliquer, ça passe par, oui, l'observation, la recherche, mais je dirais surtout l'empathie. L'empathie, c'est quoi? Ben, c'est la reconnaissance, la compréhension des sentiments, des émotions de quelqu'un d'autre. Dans ce cas-ci, mettons, de notre groupe de clientèle. Comme on dit, l'expression que vous connaissez possiblement, se mettre dans ses souliers. C'est différent de la sympathie, je dirais. La sympathie, bon, c'est pas se mettre à la place de l'autre, c'est, bon, envelopper l'autre, mettons, mais l'empathie, c'est vraiment être à la place de l'autre. Donc, c'est les fondements pour bien connaître les attentes de la clientèle. Et c'est quoi la connaissance client? Ben, ça réfère à une foule d'informations que même une organisation va détenir sur sa clientèle au départ, que ce soit relativement à ses désirs, ses besoins, comportement de la clientèle, ses motivations, comment la clientèle achète, etc. Et la démarche globale pour justement avoir ces informations-là, ben, il faut avoir une idée d'abord du persona, du groupe de clients qu'on veut clarifier, qu'on veut comprendre, le parcours que cette clientèle-là suit, identifier les sources internes qu'on peut avoir ou qu'on pourrait développer. C'est des choses qu'on soit déjà, mais qu'on ne documente pas. Ensuite, il peut arriver qu'on doive développer de la recherche externe, donc identifier une approche selon l'objectif qu'on veut atteindre, puis choisir la méthode de recherche externe. Tous ces 4 étapes majeures-là, ben, c'est ça qui nous permet d'avoir la connaissance client comme telle. Parce qu'il faut dire que les organisations ont toutes des données à l'interne. Le défi, c'est comment les utiliser, comment les utiliser, dans le fond, dans un contexte où ce que des fois aussi sont pris dans un contexte,
comment je pourrais dire ça, il y a pas une culture basée sur la donnée comme telle et sont confrontés à des silos départementaux. Donc, il n'y a pas de, je dirais, de fluidité dans les différentes données qu'il peut y avoir dans une organisation. Imaginez, j'ai une référence c'est une étude qui a été faite par Harvard Business Review. 80% des dirigeants qui avaient été interrogés dans le cadre d'une étude euh, se disent, on dit souhaiter pouvoir utiliser l'analyse comme telle pour générer des actions en temps réel à partir de données clients. Mais par contre, dans la même étude, on dit que cependant, 22% précisément des mêmes répondants ont déclaré que l'organisation manquait d'efficacité pour utiliser l'analyse des données. Donc, une bonne volonté, mais donc, ça a l'air de rien, mais c'est tout un défi. Comme je viens de le dire, les clients nous parlent déjà. Donc, ce qui peut être intéressant pour une organisation, c'est vraiment de développer une voix du client qu'on appelle. Ce que ça permet plein de choses, notamment d'améliorer et résoudre des problèmes, trouver des opportunités de croissance et élargir le spectre de l'expérience client, c'est-à-dire faire en sorte que si on développe une voix du client, c'est que ça peut se propager au sein de l'organisation et là, tout le monde peut tendre vers une préoccupation de la clientèle. Et la voix du client, bien, dans le fond, c'est qu'on peut partir l'organisation reçoit tous des commentaires, suggestions des clients, des utilisateurs, que ce soit par courriel, téléphone. On reçoit des plaintes aussi, c'est une base d'informations, ce qui circule sur les médias sociaux, des données opérationnelles aussi, et de l'information qui est directement des employés. Donc, oui, je vois une main levée. Pierre-Marie. Oui, bonjour. Je voulais juste peut-être commenter ce que je veux dire. J'ai remarqué souvent, parce que j'ai déjà fait un peu de Voice of Customer, Mhm, et je trouve qu'il y a une tendance aujourd'hui de dire on dépend toutes des données, des sondages, puis on parle jamais aux clients ou aux employés, puis on prend toutes nos décisions sur des données, du BI, alléluia. Puis on passe à côté de la coche, là. En tout cas, mhm. je voulais avoir juste votre opinion là-dessus. Ouais, ouais, ben vous avez raison. L'ensemble, ben, vous voyez, dans ce qui est là, bon, on peut avoir l'information des employés, là, effectivement, mais selon le contexte, il peut arriver que justement, on, il faut aller consulter les clients. C'est dépendant de ce qu'on trouve comme information, dépendant d'une problématique qu'on veut évaluer, ou en tout cas, ben c'est ça. On devra aller à l'externe. Donc, on va le voir tantôt, c'est une combinaison de tout ça qui nous permet d'avoir un portrait le plus global possible. Selon le contexte, selon l'objectif, là, on s'entend. Mais l'avantage de la voix du client, c'est parce que il faut aussi, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur comment développer ça, là, mais que ce soit instauré à la grandeur de l'organisation, puis la façon de délivrer les synthèses de ça, bref, il y a ça qui contribue justement à ce que les gens développent une mentalité client, OK? Puis aussi, dans la voix du client, par rapport à votre commentaire, il arrive que justement qu'on prévoit quand même de faire je dirais, des ateliers à l'interne pour prendre le pouls, ne serait-ce que les gens qui sont au service à la clientèle, ils ont une mine d'informations. Des fois, il faut les encadrer, là, parce faut généraliser certaines informations, mais bref. Donc, oui, c'est ça, faut l'avoir en tête, ça. Mais dans d'autres cas, ben, c'est ça, comme je mentionnais, des fois, on va faire des sondages, soit des tests utilisateurs, des entrevues, recevoir des commentaires en personne selon les modes que l'organisation prend pour se faire connaître ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça, il n'y a pas juste des sondages, il y a différentes choses. Et aujourd'hui, par rapport à il y a même pas, je dirais, 5 ans, ce qui est facilitant pour, je vais dire, synthétiser ou ressortir, je vais dire synthétiser ce qui ressort de l'ensemble de ces informations-là, ben, il y a l'intelligence artificielle qui peut être aidant aussi, dans la mesure où les outils sont bien montés, bon, c'est ça, mais ça permet plus rapidement d'avoir des constats de ce qui ressort de la voix du client. C'est un peu ce que je mentionne, dans le fond.
Maintenant, bon, comme on l'a vu, il y a plusieurs approches de recherche. C'est pas tout le temps évident d'identifier la bonne, mais il y a une façon si on veut, de faire pour l'identifier, ben, c'est de se questionner sur l'objectif de la recherche en question qu'on doit faire. Est-ce que c'est pour comprendre les attentes, les besoins, en plus d'identifier des nouvelles opportunités ou mieux connaître les améliorations possibles de la proposition de valeur, optimiser le développement d'une solution, c'est ça en lien avec sa mise en marché, ou encore diminuer l'écart entre une expérience qu'on veut qu'il soit rendu, mais qui est ressenti dans les faits par la clientèle. Parce que, admettons qu'on fait qu'on mesure la satisfaction de la clientèle, puis c'est pas à la hauteur de nos attentes, bien bon, ben, donc, à ce moment-là, on va faire une démarche pour justement diminuer l'écart, faire en sorte de diminuer l'écart. Donc, on faut se baser sur l'objectif de ce qu'on veut avoir comme information pour identifier la recherche appropriée. Et aussi, il y a les dimensions qu'on appelle à considérer, ne serait-ce que, est-ce qu'on veut, dans le fond, évaluer une attitude ou un comportement, autrement dit, est-ce qu'on veut connaître ce que les gens disent ou ce qu'ils font, comme je mentionnais tantôt? Est-ce qu'on veut connaître le pourquoi ou comment d'une problématique ou évaluer, chiffrer quelque chose, donc qualitatif versus quantitatif, ou est-ce que la recherche qu'on veut faire, c'est en lien avec une phase de développement d'une solution, d'un produit? Donc, est-ce qu'on est au stade stratégique, au stade d'amélioration, etc. Donc, vous voyez que selon le contexte de la recherche, l'objectif, ben, il y a des avenues je dirais, de recherche qui s'offrent. Donc, c'est de faire le bon appariement, je dirais. Donc, on va optimiser la connaissance client en combinant les deux types d'informations, c'est-à-dire qualitatif et quantitatif. Parce que le qualitatif, ben, ça permet d'établir des hypothèses, puis ça fait référence à des choses qu'on ne peut pas mesurer, que ce soit des sentiments ou une opinion, selon ce qu'on veut mesurer. Donc, on va avoir du qualitatif. Ça va nous permettre aussi, comme je disais, de poser des hypothèses, mais à un moment donné, on va vouloir confirmer des hypothèses. Fait que là, on faudra passer au mode quantitatif, que ce soit par exemple des sondages, je donne ça comme exemple, parce que ça va donner des éléments de mesure, le volet quantitatif, qui devrait permettre en principe de confirmer justement des hypothèses qu'on aura établies au départ. Donc, c'est vraiment en combinant les deux, généralement, idéalement, je dirais qu'on va pouvoir avoir une vue globale d'une problématique X, Y, Z, qui va nous permettre de mieux connaître le client ou l'utilisateur. Justement, je parlais du parcours client tantôt, qui est un outil qu'on entend souvent parler. Bon, en expérience client, l'objectif, c'est de développer une connaissance approfondie des besoins et des attentes des clients. Fait quelquefois, je le mentionne, mais une fois qu'on a ces données-là en main, encore faut-il savoir quoi en faire. J'ai souvent vu, moi, au fil de ma carrière, bon, j'ai constaté qu'il y a des décisions qui se prennent dans la conception de services ou de produits qui sont basées sur une analyse de données. Point. C'est là que le parcours peut permettre d'aller un petit peu plus loin, de moduler un petit peu plus les choses, je dirais. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà travaillé avec des parcours clients, qui en ont développé? Non, on va regarder ça un petit peu. Oui, Hélène, oui, tu as déjà travaillé ça? Alors, pour ceux qui n'ont jamais travaillé de parcours client, peut-être avez-vous déjà vu ce genre de schéma. Dans le fond, c'est simplement pour illustrer l'évolution des émotions à mesure qu'une personne est dans son processus d'acquisition de produits ou de services, par exemple. Et précédemment, je parlais que les données qu'on peut avoir en main nous servent quand même avant de se donner une idée de la situation dans ce qu'on a en main. Mais dans les faits, si une analyse de données qu'on a pu faire de façon préliminaire permet d'identifier des comportements, mais on ne comprend pas encore le pourquoi
qu'on arrive à ces données-là. C'est là qu'on va faire des hypothèses, comme je viens de le mentionner. Alors, on pourrait penser que c'est suffisant, mais là, le problème, c'est que on n'adressera peut-être pas le bon problème si on se fie juste là-dessus. On n'aura pas une vision assez globale. Parce que aussi, c'est que si on se fie juste aux éléments préliminaires-là, ça donne on est, je dirais, on est confronté à nos biais qu'on a tous, mais aussi en tant qu'organisation, étant donné qu'on a une plus grande connaissance de l'offre de produits et services généralement pour laquelle on travaille, si on ne va pas chercher le pouls du client davantage, ben ça donne un biais. Donc, c'est pour ça que, comme je vous disais tantôt, d'entendre la bouche du client ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, c'est important et non pas savoir ce qu'ils veulent. C'est pour ça que le parcours, on va y arriver, ça permet justement de mieux comprendre le contexte des diverses interactions, plutôt que juste les émotions notamment. Puis, ça permet je dirais, d'éliminer ou du moins d'amoindrir toute supposition pour mieux identifier ce qui influence le client dans tout son cheminement lequel il passe au travers. Donc, comme exemple, on a ici un exemple de parcours client. C'est Joanie qui magasine une police d'assurance pour son premier véhicule qu'elle vient d'acheter. Et là, ben, son concessionnaire, ben, il est gentil, il lui parle d'un assureur avec lequel il y a un partenariat et de qui il a reçu des bons commentaires de ses clients. Mais Joanie n'est pas certaine. Elle va faire ses propres recherches. Alors, vous voyez que là, on a un facteur d'influence. C'est que c'est l'achat de première voiture dont on déduit que c'est sa première expérience d'achat d'assurance automobile. C'est un contexte X, Y, Z que si ça fait 3-4 fois qu'on renouvelle sa police d'assurance, par exemple. Il faut comprendre que pour certaines personnes, ça peut être stressant, vraiment. OK? Donc, et parce que là, c'est ça, il y a un grand nombre elle se rend compte qu'il y a un grand nombre de compagnies, OK? Fait qu'elle va sur le site de l'assureur que le concessionnaire lui avait référé. Donc, si on conçoit le parcours client, le parcours de Joanie pour magasiner son assurance, si on prend juste en considération les actions que vous voyez ici, là, c'est les différentes étapes qu'elle doit faire, bon, selon qu'elle est en phase découverte, considération, acquisition, service. Si on prend juste ça avec les canaux, c'est-à-dire, bon, là, elle est informée par le partenaire, ici, elle va sur le site web, là, elle est au service en ligne, etc., c'est les canaux, c'est qu'on va avoir une idée préliminaire de la situation, OK, de ce qui se passe. Mais on pourrait en savoir plus sur ce qu'elle vit si on fait, par exemple, je reviens à ce qu'on a dit précédemment, une collecte d'informations, au tout moins à l'interne. C'est-à-dire, parce que comme je disais, les gens nous parlent au téléphone, on peut avoir une certaine. Si on s'est assuré d'avoir, mettons, une voix du client, ben, on va avoir certains éléments d'information. Donc, ça peut nous aider pour faire un parcours, pour finir le parcours et même aller faire des entrevues, par exemple, aller à l'externe. OK? À ce moment-là, ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations. Vous voyez, là, ça nous permet vraiment d'avoir de l'information sur les niveaux de satisfaction ressentis à chacune des étapes. Par exemple, dans ce cas-ci, il y a eu un élément qui était, je dirais, plus ou moins pas satisfaite, mais en tout cas, elle avait des incertitudes et une autre étape, laquelle ça a été bien correct. Donc, notamment, quand elle a rempli sa soumission sur le web, ce qui la chicotait, il y avait des questions qui l'embêtaient, elle ne savait pas trop quoi répondre. Puis là, elle se demandait, ça va avoir un impact sur le montant de ma prime, etc. Donc, premier point. Et par la suite, pour avoir des précisions là-dessus, elle a communiqué avec le service à la clientèle. Et là, en discutant avec la personne, l'agente comme telle, elle a posé ses questions et
la personne a pu ajuster sa prime, bon, s'assurer que tout était correct par rapport à ce qu'elle avait rempli. Mais au bout du compte, Joanie, elle peut se sentir un peu déçue parce que, dans le fond, elle peut avoir l'impression d'avoir fait 2 fois la même chose. Parce que si, initialement, la soumission en ligne avait eu d'informations supplémentaires ou des moyens d'informer plus, peut-être qu'elle n'aurait pas été obligée de communiquer avec le service à la clientèle. Donc, vous voyez que d'avoir toutes ces informations-là, ça permet d'avoir un constat qui permet de prendre des décisions par la suite, de faire des changements ou quoi que ce soit. Maintenant, donc, cartographier un parcours, ça permet 4 choses, dans le fond, d'établir un parcours client. D'un, savoir d'où les clients viennent et où ils souhaitent aller, hein, parce qu'il y a différentes étapes, généralement. Connaître leur état d'esprit, les émotions, puis aussi tenir compte des facteurs d'influence. On en a fait référence, le contexte dans lequel il acquiert le produit ou le service. Et également, vraiment identifier ou du moins avoir une idée de ce qui semble créer des difficultés, des frustrations ou qui fait abandonner carrément la suite de l'achat du produit ou du service, mais surtout comprendre pourquoi. Ce que je mentionnais tantôt, si on reste trop à haut niveau, je dirais à haut niveau, on comprend pas, on n'a pas d'idée sur le pourquoi. Et c'est là que qui fait que quand on développe des solutions, on va peut-être développer quoi qui peut-être n'aurait pas rapport. Et surtout, l'élément que je trouve très important, c'est que le parcours client permet à tous les intervenants qui sont impliqués d'un projet d'avoir une vue d'ensemble de c'est quoi qui se passe avec le client pour qui il travaille, développe la solution. Oui, Pierre-Marie. Oui, Pierre, c'est correct. OK. Marie-Christine. Écoute, c'est un petit commentaire. Je vois un parcours client linéaire par étapes séquentielles, mais ce que je remarque, des fois c'est comme ça quand ça va bien, mais on voit souvent que c'est pas. C'est pas si linéaire que. Non, je suis tout à C'est fait ça. d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Puis comment modéliser quand c'est avec des boucles ou comment vous faites ça? Je n'ai pas d'idée sur comment représenter un parcours qui est non linéaire ou est-ce qu'on fait ça, on fait pas ça, je ne sais pas. Ben, je dirais tout dépendant de l'objectif, c'est que si, des fois, il peut peut-être avoir des outils 3D, mais c'est rare que les gens travaillent avec ça, là. Mais c'est comment je pourrais dire, c'est de réfléchir vraiment à la configuration au départ quand on se rend compte, oui, que ça arrive, ben même si c'est mettons, je vais dire sur une page, là, ben de trouver une façon d'illustrer que ça le reflète, là, soit par une légende ou, tu sais, parce que ça dépend des situations, là. Donc, mais tu as tout à fait raison que dans la démarche pour établir le parcours client, il arrive effectivement que c'est pas si linéaire que ça. Là, c'est juste à titre d'exemple. Donc, il faut considérer ça, vraiment, vraiment. Il faut trouver une façon que ce soit visible. Tout à fait, tout à fait. Souvent, on va sous-estimer le temps qui est nécessaire pour réaliser des activités de recherche dont on vient de parler ou encore l'impact que ça peut avoir sur les suites d'un projet. Parce que peu importe les méthodes utilisées pour développer la connaissance client, ça se planifie. OK? Donc, il faut idéalement tenir compte du temps que ça va prendre pour préparer les livrables en amont des différentes étapes de recherche ou quoi que ce soit, de faire des activités de connaissance client, de créer les livrables aussi qui vont permettre de documenter puis de partager les résultats à toute l'équipe impliquée dans le développement, l'amélioration, peu importe. Aussi, ce qu'il faut noter, il y a des activités quand même qui pourront avoir été identifiées, qui peuvent être, ce qui peut se faire en continu tout au long du projet. Des fois, il y a par exemple, il peut y avoir des validations qu'on va vouloir faire selon le projet, qu'on va vouloir faire à 2-3 reprises dans le développement, par exemple. C'est un exemple. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a des activités qui vont être plus efficaces puis rentables
selon le moment où elles vont être réalisées. Fait qu'il faut en tenir compte, ça. Fait qu'il faut y réfléchir, ça aussi. Puis ces des activités-là aussi, ça peut avoir une influence sur la planification de l'ensemble du développement ou de l'amélioration. C'est pour ça que souvent, on se rend compte que, bon, on démarre un projet, puis si ça n'a pas été réfléchi au départ, ces choses-là, bon, quelqu'un dans une équipe va dire, ben, gars, il faudrait peut-être mieux connaître que le client, il faudrait valider. Oui, on n'a pas le temps, il faut livrer à telle date. C'est pour ça qu'il faut vraiment les planifier à l'avance. Sans ça, c'est certain que les choses se font pas. On va être face à quelque chose qui, de toute façon, qui aura été décidé ou qu'on ne se soit pas donné les chances de retravailler ou, je dirais, d'éviter des reprises. Je vais dire ça comme ça aussi. On peut voir d'autres arguments, justement, qui militent en faveur de réaliser ce genre de travaux-là le plus tôt possible. Par exemple, toutes les connaissances qu'on accumule dans la recherche également permettent de prioriser ce qui doit passer en réalisation. Mais surtout, ça peut faire gagner du temps. Il faut le voir. Est-ce que vous connaissez la règle du 1 pour 10%? Alors, ce que c'est, dans le fond, c'est dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que ça coûte 1 $ si on identifie des problèmes durant la recherche client en amont parce qu'on est en mode préventif, on n'a pas commencé à développer. Donc, si on fait des changements, ça va coûter 1%. C'est un gauge, hein, on s'entend. Et si on attend d'être dans la conception pour les trouver, je veux dire, les problématiques ou les choses qu'on devrait améliorer ou corriger, bien, ça va coûter 10 fois plus. Et si on ne fait rien, on se rend compte qu'il y a des choses à améliorer, c'est rendu auprès de la clientèle, il faut retravailler ça pour sauver l'image du produit ou de l'organisation, par exemple, ben, ça va coûter 100 fois plus. Donc, c'est un peu comme quand on construit une maison, hein, on va utiliser un plan pour nous aider à s'assurer qu'il n'y aura pas d'erreur, hein, que ça va tenir debout, qu'on met les choses aux bonnes places, dans la bonne séquence. Mais si le plan ne suffit pas, ben là, on pourra aller plus loin, par exemple, faire une maquette de la maison. Ben, ce qui m'amène, par exemple, à vous parler des prototypes qui s'avèrent un outil faisant partie de la recherche de la connaissance client. Ça découle du design thinking, que peut-être que certains d'entre vous connaissez cette discipline-là. Donc, c'est que le prototypage, ça permet de faire une recherche auprès d'un groupe de clients à moindre coût, puis avec des éléments concrets. Dans le fond, ça se trouve être une version qui ressemble au produit de ce qu'on veut faire, au produit final, mais qui permet de donner une idée aux gens qui on va faire une validation de ce qu'on veut faire pour avoir leurs commentaires et leur ressenti toujours et leur impression. Dans le fond, un prototype, dans le fond, ce que ça permet, encore là, comme le parcours client, ça permet d'avoir une vision commune des différents collaborateurs, par exemple, pour optimiser les efforts de chacun. Ça permet d'envisager différentes étapes aussi d'évolution d'un produit ou d'une solution. Parce que quand on valide le prototype, bon, dépendant des commentaires, bon, on adapte, on modifie, etc. Et aussi, ça permet de tester des solutions avec les clients avant justement de faire des grands travaux de réalisation avec un outil qui s'apparente justement à ce qu'on veut produire. Donc, on va savoir quand même assez tôt s'il y a vraiment quoi qui ne fonctionne pas. Il faut dire qu'il existe différents types de prototypes, dépendant du contexte lequel on en a à faire. Ça peut être des schémas papier simplement, à des maquettes comme telles. On peut faire des choses aussi interactives qui imitent très bien la réalité sans pour autant qu'on ait à faire du code. J'ai travaillé, moi, chez un client sur une étude qui servait à évaluer auprès de la clientèle un formulaire, OK? Puis, ben, il était interactif, donc l'équipe TI, en tout cas, ils ont pu produire de quoi, puis on a fait des focus group avec cet outil-là,
Et donc, ça a permis vraiment d'avoir des commentaires là, vraiment sur quelque chose qui avait de l'air vrai, tout très pratique. Dans le fond, c'est le but du prototype, c'est de vérifier si ce qu'on veut faire, ce qu'on veut bâtir, ça fait du sens, OK? Avant qu'on soit trop avancé dans le développement, dans la démarche, etc. J'ajoute aussi que les travaux en expérience client contribuent à identifier les points d'amélioration et de correction en amont de la réalisation. Parce que de faire les bonnes recherches au bon moment pour développer une connaissance de la clientèle, ça permet justement de vérifier les hypothèses dont je faisais référence précédemment, puis toutes les suppositions avant de commencer la réalisation. Euh, donc, ça permet de mieux évaluer les efforts qui seraient requis pour mettre en œuvre ce qu'on veut faire. Ça facilite aussi les éléments à prioriser dans l'ensemble des travaux, puis aussi de voir c'est quoi qui va avoir plus d'impact auprès de la clientèle et aussi, d'une certaine façon, mieux évaluer certains coûts de réalisation. Donc, dans le fond, je dirais, ça nous permet d'avoir plus confiance en la valeur qu'on va livrer auprès de la clientèle. Ce qui m'amène à la conclusion. Je vous dirais la collaboration entre les trois rôles quand je fais référence au CX, UX et à l'analyse d'affaires. La collaboration est essentielle parce que nos champs d'action, en tout cas, j'espère avoir su démontrer qu'ils se complètent pour créer une synergie qui va être bénéfique autant pour l'organisation, la clientèle que l'utilisateur. En raison de la connaissance des besoins des clients et des utilisateurs. Puis, avec cette synergie-là entre les trois rôles, il est possible de répondre, je dirais, aux vrais besoins de la clientèle en ayant un portrait global de ce qui les motive dans l'achat de produits ou d'utiliser un service et connaître leur contexte. C'est ça qui est important aussi souvent. Si quand on ne fait pas de démarche, on n'est pas au fait du contexte dans lequel ils utilisent un produit X, Y, Z. Et c'est ça qui permet de faire le lien en offrant de la valeur dans la livraison. Je vous dirais, c'est ça qui fait qu'on passe dans le fond du classique problème égale solution. Quand on disait tantôt, si on identifie trop vite la solution avant de comprendre qu'est-ce qui se passe, à un mode qu'on cherche d'abord à comprendre pourquoi le problème existe, c'est quoi qui se passe, avant de trouver la solution, de chercher à le résoudre. Puis dans certains cas, ben, ça peut amener à faire un paquet de petites solutions moins coûteuses, des ajustements, dépendant de ce qu'on aura découvert dans la démarche de l'expérience client. Ce qui m'amène à inviter, dans le fond, les analystes d'affaires à ne pas hésiter à faire appel aux spécialistes ou à l'expertise en expérience client et même expérience utilisateur pour contribuer à leurs travaux. C'est souvent ce qui limite le plus l'impact de nos solutions, c'est on a fait référence tantôt, elle est peut-être déjà décidée d'avance. Fait qu'on se re-questionne pas. Ce qui fait que ça va amener, bon, justement, des fois, ça va faire que ça va coûter beaucoup plus cher ou ça répondra pas parce qu'on va faire des corrections ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment là l'impact. Au départ, je mentionnais que l'analyse d'affaires, ça s'imbrique dans un projet de développement ou d'amélioration pour livrer de la valeur, hein. On a parlé beaucoup de valeur. Qui dit valeur égale connaissance des besoins. Donc, c'est là que l'expérience client peut avoir une contribution. Juste pour illustrer, je terminerai sur une note légère. Vous voyez, regarde, si on ne cherche pas à connaître le client, ben c'est ce qui peut arriver. On va tâcher de pousser, mais ça ne pourra pas rentrer. Il n'y aura pas d'adéquation produit-marché. Donc, c'est le risque si on ne tente pas de connaître suffisamment la clientèle pour qui on fait une analyse d'affaires en vue de développer un produit, une solution. Je vous remercie de votre participation. S'il y a des questions, je vais arrêter le partage.
Merci pour votre présentation, Marie-Christine. Si vous avez une question, vous pouvez la poser directement ou vous pouvez m'écrire dans le chat. Merci Marie-Christine, c'était super intéressant. Ouais, ben merci. Je vous poserai une question rapidement. Tout à l'heure, vous avez mis l'expérience utilisateur, l'expérience client et l'analyse d'affaires dans des endroits où on ne peut pas se permettre d'avoir 3 personnes sur un projet. Là. Comment vous voyez ça? C'est plus des interventions plus limitées dans le temps ou Ben, dans le fond, pour, ce que, ce pour que, ce que 3 je veux, personnes? ben, ce que je veux illustrer, c'est qu'il y a un point que par la dernière image, là, pas la caricature, mais celle avant, c'est qu'il y a un point d'intersection entre justement qu'il y a une collaboration possible, un apport je dirais, un avantage aux deux disciplines de collaborer. À savoir qui fait les travaux, ben c'est ça, c'est à voir parce que il y a des analyses d'affaires qui ont développé une certaine expertise en expérience client, c'est-à-dire de comprendre les besoins des clients qui vont être en mesure justement de développer une approche pour avoir plus d'informations sur les besoins du client. Dans d'autres cas d'un projet, ben, ce qui arrive, c'est que ça peut arriver que la personne d'expérience client, expérience utilisateur, elle peut intervenir à un certain moment X dans le développement. C'est à voir, là. C'est pour ça que c'est simplement pour illustrer le point de jonction pour l'apport que ça donne. À savoir comment l'arrimage se fait dans la définition d'un projet puis des ressources, ça peut varier, là, effectivement. Mm. D'accord? Merci. J'ai une question. Merci, Marie-Christine. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'outil QFD, Maison de la qualité et Quality Function Deployment, dans ce cadre? Je suis pas sûre d'avoir compris le Monsieur Pierre-Marie Bolou, et il vous dit que qu'est-ce que vous pensez de l'outil QFD? Q- QFD. QFD, oui. Entre parenthèses, c'est la maison de la qualité et Quality Function Deployment. C'est la Quality Function Deployment dans ce cadre. Ben, énoncé comme ça, là, ça me dit rien, mais j'imagine que c'est une approche pour justement développer la qualité. Je sais pas si c'est en expérience client, mais en tout cas, libellé comme ça me fait pas de résonance, là, désolé. Ou c'est la fonction d'assurance qualité, j'essaie de voir, là. Marie-Christine, j'ai une question. Euh, Oui. Selon toi, quelles compétences un analyste d'affaires doit-il développer pour exceller dans l'amélioration de l'expérience client? Ben, au départ, je pense que si l'analyse d'affaires va chercher des compétences, des connaissances, je dirais, je vais, je veux dire, en recherche, ou du moins sans la faire, mais d'être conscient de ce qu'il faut faire pour aller chercher, vraiment comprendre la clientèle, je pense que je pense que ce sera un atout, d'après moi. C'est qu'à ce moment, c'est un peu ça que je vais illustrer par la figure qu'il y avait, là, la jonction, là, c'est que je pense que, parce que l'analyse d'affaires, dans ma compréhension, c'est ça, dans le fond, c'est de faire une analyse, l'analyse d'affaires contribue dans un développement de projet, de produits ou d'amélioration, de travaille sur quelque chose qui va répondre aux attentes, aux besoins d'un client, qui est fait pour un client. Donc, je pense que c'est le volet qui serait vraiment intéressant à garder un œil, là, tu sais, pour développer les réflexes euh, d'aller chercher cette connaissance-là de la clientèle, de proposer les étapes justement pour mieux comprendre la clientèle dans le cadre dans le projet dans lequel l'analyste serait impliqué. Ouais, Mm. D'accord? Merci. J'ai une petite question. Quel type d'activité euh, que peut-on faire ou des jeux comme ça pour mesurer la satisfaction d'un client? Donc, pour travailler avec les clients, genre, on peut faire
brainstorming, des jeux d'activité pour mesurer vraiment leur satisfaction et leur complément. Donc, en tant qu'analyse d'affaires, pour perfectionner dans cette tâche-là. Ben, c'est ça, c'est parce que quand on parle de satisfaction, c'est large, là, parce que ça peut se faire de différentes façons, mais bref, je pense que l'analyse d'affaires, quand il y a des démarches de prévues, par exemple, de groupes de discussion ou je dirais, de sondage ou de regarder des données à l'interne, euh, je pense que l'analyse d'affaires, il y a avantage à être présent dans ces démarches-là, justement, pour s'imprégner de ces informations-là. Peut-être pas dépendant de son profil, de l'élaborer, mais à tout le moins d'y collaborer, d'y assister, par exemple, si dans une démarche X, Y, Z, il y a des groupes de discussion de prévus, je pense que dont l'objectif est, par exemple, je sais pas moi, de valider justement peut-être un prototype. Mettons, je prends l'exemple de tantôt, ben, je pense que les affaires ont avantage à être présents là, justement dans la séquence, là. D'accord, merci. Une deuxième question. Quelle est l'importance pour l'analyse d'affaires, quel soit l'esprit d'analyse de données pour faire réussir l'expérience client? Euh, ben, comme j'ai mentionné, l'analyse de données, ça en prend, c'est ça. Mais comment je pourrais dire que ça, quand j'expliquais que oui, on peut sortir un paquet de données, mais il faut s'assurer, dans le fond, d'avoir les données qui nous permettent de comprendre la problématique. Fait que dépendant, donc, des fois, je vais donner l'exemple du bloc Lego. Mettons, si on a des Legos, puis on veut faire, je sais pas moi, on a des Legos pour faire, mettons, un camion. Bon, la façon dont les données, comme ça va fonctionner, ben, on a des Legos tout mélangés. On va peut-être les démêler par couleur, par forme, peu importe. On va commencer à monter pour arriver en bout de ligne, peut-être à avoir réalisé le camion. Donc, il y a des étapes. Fait que dépendant, donc, oui, je donnais l'exemple justement, oui, c'est beau avoir des données, l'analyser, mais il faut savoir si c'est en connaître l'objectif de façon à pouvoir dire est-ce qu'avec ce que j'ai là, ça me permet de prendre une décision ou pas? Sinon, ben, qu'est-ce que je peux aller chercher d'autre pour euh, continuer à m'éclairer? C'est là. Donc, il faut se rattacher tout le temps à l'objectif en bout de ligne et aux besoins de la clientèle, etc. Ouais. Donc, il faut bien choisir les indicateurs à mesurer Ouais. Ben, pour oui, avoir bien décidé. ben, c'est ça, parce qu'il y a une foule d'indicateurs, là. Donc, dépendant dans le contexte auquel on est, tu sais, c'est comme je dis toujours que tout le monde parle si on parle d'expérience client, on parle du NPS score. Bon, c'est jusqu'à quel point on recommanderait une organisation un produit, là. Euh, il y a des organisations qui se fient seulement à l'évolution de cet indicateur-là, mais ça ne dira pas euh, s'il faut que je m'améliore, sur quoi m'améliorer. Donc, il faut que cet indicateur-là soit avec d'autres informations, que ce soit des données résumées de sondage ou des données internes ou sans ça. L'indicateur en soi lui-même, il dit juste que, OK, bon, NPS, il augmente, parfait, on est correct. Mais après ça, il baisse. Bon, pourquoi il baisse? Ouais, mais il faut que j'ai d'autres L'analyse, informations. C'est ça. Ouais, oui, oui. Il faut avoir des analyses rapides et ouais. des réponses à des questions rapides. Hmm. D'accord? Merci pour votre réponse. Je ne sais pas si vous avez encore des Oui, il y questions. a une dernière question de Zineb. Y a-t-il des erreurs que les analystes d'affaires commettent lorsqu'ils tentent d'intégrer l'expérience client? Comment peuvent-ils l'éviter? Euh, Mon Dieu, ben, moi, personnellement, j'ai pas nécessairement constaté d'erreur. Des fois, c'est à plus haut niveau là, que justement que la vision et que c'est telle solution qu'on veut, là. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à dire quelle erreur une analyse d'affaires fait, mais qu'est-ce qu'il faudrait pas qu'il fasse? Je vais répondre comme ça. C'est de par rapport à une problématique, comme j'en faisais mention, c'est d'avoir l'esprit de réflexion
d'avoir le bon appariement mettons, de recherche en fonction de ce qu'on veut trouver comme information, tu sais. Parce que c'est pas tout le monde qui a une formation en recherche, donc qui est à prendre l'information, mais il reste que c'est là le danger que si on prend une voie X, mais que en fonction de l'objectif qui était Y, ben peut-être qu'il a fallu prendre un autre moyen d'avoir l'information ou collecter l'information parce que ça donnera pas ça, ça donnera pas ce qu'on veut, mais ce que je veux dire, c'est que ça servira pas à l'analyse, là, dans le fond, là, parce que c'est comme tantôt d'avoir le bon indicateur, c'est un peu ça que je veux dire. C'est que ça part à la base, il faut faire les bonnes démarches pour avoir la bonne information. Ça tourne beaucoup autour de ça. C'est Bon, merci. On n'a plus de questions. Bon, on a envoyé le lien du sondage à votre adresse courriel. Je vous remercie de répondre le sondage. C'est très important pour nous connaître votre feedback. Bon, voilà, c'est le moment de clôturer cette belle conférence. Merci pour votre participation. Merci Marie-Christine pour ces beaux contenus. Restez à l'affût sur nos réseaux sociaux. On a beaucoup de belles choses à venir, beaucoup de choses à annoncer. Et c'est ça. Bonne soirée et à la prochaine. Merci à tous, bonne Bye soirée. bye. Merci beaucoup. Bonne Au soirée. revoir. Merci beaucoup. Bye.